Il est passé où encore l'autre là? Stagiaire! J'étais en train de faire ma valise. Et t'es pas encore en vacances, hein? T'as une sponsor à faire. Yo, mais je me dépêche parce qu'il faut bientôt que je vais à Ensheim prendre l'avion. Ouais. Et tu vas où? Dans un pays exotique. Faut que je fais attention à pas attraper une maladie de là-bas ou me perdre, hein, parce que je parle pas la langue. Parce que là-bas, ils parlent une langue bizarre ou qu'on dirait qu'ils parlent sous l'eau, alors je comprends rien. Et puis c'est un pays pauvre. Là-bas, y a personne qui est allé à l'école et y a plein de sang bizarres, alors je peux même pas leur parler anglais, ils comprendront pas. Alors j'ai fait tout plein de vaccins, j'ai acheté des médicaments contre la malaria et j'ai téléchargé Google Traduction. Comme ça, si je me perds, je peux quand même demander mon chemin. Over Ortung. Le traducteur de Google pour parler aux indigènes, il a besoin de réseau. Pareil pour Google Maps pour pas se perdre n'importe où. Parce que c'est un pays où ce que les routes, hein, il faut un 4x4 pour rouler dessus. Oula. Donc ça veut dire que pour partir là-bas et que je suis tranquille quand même, j'ai besoin de réseau. Sauf que quand tu pars à l'étranger et que tu demandes à Orange ou à Sost de te donner du réseau, ils disent d'accord, kein problème. Ça va juste te coûter 1 milliard d'euros le mégaoctet. Et après quand tu rentres, tu dois vendre le 4x4 pour payer la facture de téléphone. Alors t'es obligé de juste utiliser du wifi quand est-ce que tu en trouves, mais là où ce que je vais, y a même pas tout le monde qui a l'électricité. Mais tu vas où, c'est peu? Donc quand tu pars dans un autre pays, il faut que tu achètes une carte SIM de là-bas. Sauf que c'est le même problème. C'est déjà pas sûr que tu as un forfait avec beaucoup de l'internet, et si jamais tu décides de téléphoner à ta môme à la maison, tu téléphones à l'étranger et patapouf, ton forfait il se foutit. Alors il y a des gens intelligents, ils ont inventé un quelque chose qui est bien, ça s'appelle la eSIM. La eSIM c'est comme une carte SIM sauf que c'est pas une vraie, c'est une application que tu installes sur ton téléphone et qu'elle se sert du réseau du pays où ce que tu es. Et les forfaits de eSIM ça coûte beaucoup plus moins cher. Si j'ai un forfait international mit Orange et que je vais au Soudan et que je téléphone à ma môme, je paye presque 3 € la minute. Et si je vais sur internet pour un mégaoctet ça me coûte plus que 13 €. Mais si je prends une eSIM pour le prix de 2 mégaoctets c'est Orange, je peux avoir 5 gigaoctets pendant 1 mois. Et puis si je pars moins longtemps, je peux avoir moins cher qu'elle. Donc une eSIM c'est beaucoup plus mieux et y a rien d'autre à faire que d'installer l'application et hop là ta carte SIM elle croit qu'elle est dans un autre pays. Et qui sait que c'est les spécialistes de croivage que t'es dans un autre pays? De croivage? C'est NordVPN. Et NordVPN ils ont décidé de faire un nouveau service. Ça s'appelle Seili et c'est des eSIM. Donc c'est toi qui décides. Soit tu télécharges l'application, tu choisis la eSIM que tu veux et tu pars dans le pays que tu veux. Soit c'est une solution qu'elle est beaucoup plus meilleure. Jusqu'au 7 août, si tu prends un abonnement de 2 ans à NordVPN, S4 mois t'as abonnement gratuit. Mais en plus, NordVPN, il te donne un code que tu peux utiliser sur l'application Seili et comme ça tu peux avoir une eSIM jusqu'à 20 gigaoctets dans le pays qu'est-ce que tu veux. Mais tu vas pas au Soudan, quel? C'est un pays dangereux où ce que tu te fais tirer dessus et où ce que tu attrapes le paludisme, c'est le cacamou. Bah pourquoi tu vas là-bas alors? Tu vas faire de l'humanitaire? C'est bien ce peu le... Mais non, j'ai pas dit que j'allais au Soudan. Bah pourquoi t'en parles depuis tout à l'heure? Mais c'est pour donner un exemple. Moi je vais dans un pays encore beaucoup plus pire. Je vais en Belgique. Oula, toi tu vas avoir des problèmes. Yo, c'est pour ça que j'y vais avec un guide. J'ai demandé à Contran qui me serve d'interprète avec les autochtones. Tu aggraves ton cas là. Donc tu oublies pas, si tu utilises le code AstronoGeek ou le lien qu'il est dans la description, S4 mois gratuit et une eSIM jusqu'à 20 gigas c'est Seili. Hop là, faut que je me dépêche sinon je vais rater mon avion. La réclame elle est finite. Tchuss. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de trucs pour lesquels je me suis demandé si je devais mettre un avertissement anti-fragile ou pas. Par le passé, ça m'est arrivé de faire des vidéos sur des sujets un peu trash et de prévenir en début de vidéo pour laisser aux plus sensibles le temps d'aller regarder une vidéo de chat. Alors autant ça me paraît normal de prévenir les gens que je vais parler de décapité encore conscient, d'un mec qui se prend de baramine en travers de la tête ou de réflexe post-mortem, autant là j'ai prévu de parler de gens. Juste des gens. Des gens spéciaux, mais quand même, des gens. Et en fait, au moment de mettre un avertissement en début de mon script, je me suis fait une réflexion. Qu'est-ce que je pense d'une personne qui dirait « Je refuse de voir cet autre être humain parce que ça risque de me couper l'appétit ou de me faire faire des cauchemars ou parce que ça me dégoûte et puis je te mets un pouce rouge parce que tu m'as pas prévenu. »
J'ai un peu de mal à mettre des mots sur ce que je cherche à exprimer. Vous savez, quand on croise un handicapé dans la rue, on dit au gosse de pas le montrer du doigt en faisant « bah » parce que c'est lui manquer de respect. Mais dire « je refuse de le voir parce qu'il va me faire cauchemarder », est-ce que c'est pas pire comme insulte en fait? Et donc je me suis dit, s'il y a des gens qui ont peur de voir une difformité chez quelqu'un d'autre, de peur d'en cauchemarder, est-ce que ces gens ne devraient pas justement ne pas détourner le regard, cauchemarder un bon coup et s'endurcir un peu par la même occasion? En fait, je me suis dit, est-ce qu'une personne qui cauchemarde, perd l'appétit ou est écœurée à la vue de la condition quotidienne d'une autre personne, est-ce que cette personne mérite vraiment qu'on jette un voile pudique sur ce qui la dérange? Est-ce qu'elle ferait pas mieux de serrer les dents et de s'habituer au fait que le monde est cruel, injuste et qu'il arrive des merdes à des gens qui n'ont rien demandé, et du haut de sa petite vie privilégiée, au moins faire l'effort de considérer que des gens à la vie compliquée existent et juste pas détourner le regard en fait. Alors je veux pas faire mon woke en parlant de gens privilégiés ou je sais pas quoi, hein, mais il y a un truc en moi qui me fait me dire que demander à ne pas être confronté à la condition d'autres personnes juste parce qu'on pourrait en être incommodé, c'est un peu indécent en fait. Un peu comme le clodo qui pue dans le métro. Toi, tu vas devoir le supporter 3 stations, puis tu vas reprendre ta petite vie. Lui, il va aller dormir sous un pont. Et je dis pas qu'on a l'obligation morale de l'aider, mais demander ouvertement à ce qu'il soit soustrait à ta vue et à ton odorat parce que ça t'incommode, je sais pas, c'est pas très Charlie, quoi. Donc bon. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de tératologie parce que je suis tombé sur des histoires fascinantes. Et dans les faits, je viens juste de vous faire un bon gros avertissement. Aujourd'hui, on va parler de monstres de foire et de curiosité morbide. Mais avant de vous empresser de cliquer sur une vidéo de chat après avoir pouce rougé parce qu'Astronogeek ne parle plus d'astronomie, j'ai envie de vous demander de vous interroger sur ce que votre refus d'être confronté à la condition physique d'autres êtres humains, de peur d'en être incommodé, dit réellement de vous. J'ai pas forcément de réponse, mais disons que la question me travaille. Donc partons sur un fond au noir et je commence ma vidéo. Au XIXe siècle, la famille anglaise Mordrake comprenait un membre singulier. Edward, c'était son nom, était issu d'une grande lignée de lords, bien que n'ayant jamais réclamé le titre qui lui revenait de droit. C'était un jeune homme charmant, décrit comme d'une grâce remarquable, intelligent, élève studieux, musicien d'une rare habileté, bref, un jeune homme accompli. Il était dit de lui qu'il était le sosie d'Antinos de Bithynie, l'amant de l'empereur romain Hadrien. Enfin, concernant son vrai visage. Une des plus étranges, mais aussi des plus tristes histoires de tératologie, la science qui étudie les difformités, c'est celle d'Edward Mordrake, de son visage angélique, et du deuxième visage qu'il portait à l'arrière du crâne. La tête d'une jeune fille, je cite, « belle comme un rêve, hideuse comme un démon ». Le visage de cette fille n'occupait qu'une petite partie de l'arrière de son crâne, mais manifestait tous les signes d'intelligence et de méchanceté. On la voyait sourire quand Edward pleurait. Elle était capable de suivre du regard quiconque entrait dans son champ de vision, et ses lèvres baragouinaient des choses incompréhensibles sans discontinuer. On ne pouvait entendre la moindre voix s'échapper de sa bouche, mais Edward disait de cette figure qu'elle le maintenait éveillé la nuit, à lui chuchoter des choses, je cite, « dont on ne parle qu'en enfer ». Edward vivait reclus, refusant même de voir sa propre famille et suppliant tous les médecins du pays de lui venir en aide en supprimant ce visage du démon de sa tête, même s'il devait en mourir. À 23 ans, incapable de supporter la présence de cet alter ego, il se suicida par empoisonnement, non sans avoir laissé une lettre demandant que ce second visage soit détruit avant son enterrement, sans quoi il continuerait ses terribles chuchotements dans sa tombe. Selon ses propres volontés, il fut jeté en fosse commune, sans pierre tombale pour marquer l'emplacement de sa dépouille. Cette histoire, digne d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, est fausse. Alors, je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais. On en trouve trace pour la première fois dans un recueil d'histoires fictives de monstres de foire datant de la fin des années 1800. Internet aidant, elle a pas mal circulé les dernières années, revêtant les atours de l'histoire vraie. Mais elle est fausse. Son soi-disant portrait est en fait la photo d'une statue de cire réalisée à partir de sa légende urbaine. Quant au crâne à double visage, c'est une œuvre d'art. D'ailleurs, je me demande bien comment on pourrait en disposer si ce cher Édouard a fini à la fosse commune. Donc, cette histoire est fausse. Enfin, cette histoire-là
en tout cas, est fausse. Mais pourquoi circule-t-elle tant? Eh ben, parce qu'on n'a pas vraiment de raison, aussi incroyable qu'elle paraisse, de la considérer comme fausse. Pour la simple raison que d'autres histoires, bien plus incroyables encore, sont vraies. Le mot monstre vient du latin monstrum, qui signifie avertissement céleste ou prodige, lui-même dérivé du verbe monstrare, montrer. Aujourd'hui, le monstre est une bête fantastique qui hante les livres ou les films d'horreur, ou encore un être réel mais repoussant par son apparence ou son comportement. Mais disons que pour faire simple, un monstre, c'est censé faire peur. Mais pendant le plus clair de l'histoire, le monstre n'est pas une bête terrifiante. Le monstre, c'est quelqu'un que l'on montre. Mais pas forcément que l'on montre du doigt comme un gamin malpoli qui pointe un handicapé dans la rue. Non. Le monstre se montre car il est la preuve de la puissance divine, celle qui peut mettre du désordre dans l'ordre naturel des choses et provoquer la terreur, mais aussi l'admiration. L'écart avec la norme peut être une horreur, comme une merveille. Chez les Grecs antiques, le monstre est un être prodigieux, envoyé des dieux. Mais Aristote le définit déjà comme un être défectueux qui ne ressemble pas à ses parents. Le monstre est mis en lien avec le divin, mais aussi avec le rare, l'inhabituel ou l'exotique. Pour les Romains, au-delà des territoires barbares, existent des terres entièrement peuplées de monstres. À partir du XVIIIe siècle, le monstre perd peu à peu de son caractère fabuleux pour devenir une créature contraire à l'ordre naturel. Au XIXe siècle, le naturaliste Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, le père de la tératologie, la science des difformités et des malformations, les relègue au rang d'objets de science et d'handicapés. Mais avant cela, la place du monstre dans la société n'est pas celle d'un être sur lequel il faut jeter un voile pudique. Le monstre se montre. Vous avez déjà entendu parler de jumeaux siamois. Les jumeaux siamois sont deux individus ayant partagé la même poche amniotique lors de leur développement embryonnaire. Pour des raisons encore obscures aujourd'hui, les deux fœtus ne se séparent pas correctement lors de leur développement, provoquant une fusion plus ou moins marquée des deux individus. La malformation, très rare, est, quand elle arrive, souvent si grave que les bébés ne survivent que peu de temps. Mais s'ils disposent de tous leurs organes vitaux en état de marche, ils peuvent vivre une vie normale, quoi que cela puisse encore signifier à ce stade-là. Le terme siamois vient des jumeaux Chang et Eng Bunker ayant vécu entre 1811 et 1874, des frangins nés dans le Siam, puis émigrés aux États-Unis où ils se produisent comme monstres, popularisant le terme de jumeaux siamois. Et les voici avec leurs femmes et leurs 18 enfants, et je suis obligé de me demander comment tu... On trouve la plus ancienne trace de jumeaux siamois dans une statue anatolienne datée du 6e siècle avant notre ère, et on a de bonnes raisons de penser qu'on lui vouait un culte. Deux jumeaux vivants mais reliés par une partie du corps, ce sont des jumeaux siamois, comme les décrit Ambroise Paré en 1573 dans son ouvrage « Monstres et prodiges », mais du coup, sans les nommer siamois. Mais si l'un des fœtus cesse son développement, on parle alors d'ischiopagus, ou de jumeaux parasites, comme dans le cas de ce Parisien anonyme qui approchait la quarantaine en 1530, ou ce Napolitain en 1742. Mais parlons un peu de ce Génois né en 1617, Lazarus Colloredo, connu dans toute l'Europe grâce à son frère jumeau parasite Johannes Battista, qui lui sortait de la poitrine. Ses contemporains le décrivent comme un homme charmant, courtois, beau même, sa seule, mais néanmoins énorme particularité étant son frère qui pendait, muet et les yeux mi-clos, devant lui. Lazarus gagnait sa vie en réalisant des tournées à travers l'Europe, visitant au passage la cour des plus grands de l'époque. Il était marié et père de 7 enfants. Il a, paraît-il, été condamné à mort pour le meurtre d'un homme, mais a échappé à son exécution en faisant remarquer que le tué impliquait de tuer par la même occasion son frère innocent. Il disparaît des radars en 1646. On ignore ce qu'il est devenu. Au XIXe siècle se développent les freak shows. Non pas qu'ils n'aient pas existé avant, mais c'est dans cette période qu'ils prennent leur essor. Vous avez forcément déjà entendu parler, par exemple, de Phineas Taylor Barnum, dont le cirque, pendant un temps le plus grand du monde, était encore en activité jusqu'en 2017. Parce que ce cirque était avant tout un cirque.
Son numéro le plus connu étant celui d'éléphant, mais au début du siècle, le cirque comprenait aussi un freak show. Aujourd'hui, on voit les freak shows d'un très mauvais œil, et bien entendu, on va pas nier que certains exploitaient la détresse, voire le retard mental de certains de leurs représentants pour se faire du fric sur leur dos. Mais globalement, nombre de monstres du cirque Barnum sont devenus des célébrités, ont gagné beaucoup d'argent et ont fait la célébrité du cirque Barnum, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on s'en rappelle avant tout pour son freak show. Rappelez-vous de Phineas Gage et du passage qu'il y a fait. Mais y ont aussi fait leur apparition les frères Bunker, les jumeaux siamois, Isaac Sprague, le squelette vivant, souffrant d'une grave atrophie musculaire qui le faisait peser 20 kg pour 1m70. Il n'aimait pas les freak shows, mais particulièrement faible et donc incapable d'exercer un autre travail, il gagnait 80 $ par semaine en tant que monstre chez Barnum. Alors bon, difficile de faire une conversion fiable pour vous donner une idée de ce que cette somme représente aujourd'hui. Mais c'est une très belle somme. Isaac avait de gros problèmes d'addiction au jeu. Il aura une vie de famille épanouie, père de 3 enfants, mais mourra à 46 ans dans le dénuement complet des suites de son atrophie musculaire. Annie Jones, la femme à barbe, souffrant d'un dérèglement hormonal appelé l'hypertrichose, provoquant, vous vous en doutez, une importante pilosité. Elle est payée près de 500 $ la semaine et dirige un syndicat d'artistes au physique hors norme pour lesquels elle souhaite qu'on abolisse l'usage du terme freak, qu'elle juge trop négativement connoté. Myrtle Corbin, la fille à 4 pattes du Texas, possédant 2 jambes en trop à cause d'un jumeau parasite, mariée, qui aura 4 enfants et qui se faisait payer 450 $ la semaine, une somme plus que coquette pour l'époque. Anna Henning Bates, la plus grande femme du monde, du haut de ses 2,43 m, qui, avec les 250 $ par semaine que lui offre Barnum, financera ses études. Elle épouse le géant Martin Van Buren Bates, qui mesure 2,31 m, et les deux reçoivent un cadeau de mariage de la reine Victoria. Après une tournée en tant que plus grand couple du monde, ils s'installent avec l'argent gagné dans une résidence faite sur mesure sur un terrain de plus de 50 hectares, où ils se lancent dans l'élevage. Ils auront 2 enfants, mais leur première fille, pesant 8,16 kg, meurt à la naissance. Leur deuxième enfant, un fils, ne vivra que 11 heures. Il mesurait 75 cm et pesait 10,7 kg. Charles Sherwood Stratton, un nain d'1,02 m, connu comme le général Tom Pouce, célébrité internationale qui serrera les paluches des plus grands souverains. Daisy Earle, issue d'une fratrie de 7 enfants, dont 4 nains, qui seront connus comme la famille Poupée. Daisy deviendra actrice et figurera notamment dans Le Magicien d'Oz. Le prince Randian, dit l'homme serpent, qui n'est pas prince mais d'origine guyanaise modeste, dépourvu de bras et de jambes, mais pas de tous ses membres puisqu'il sera père de 5 enfants, érudit, polyglotte et très apprécié de son public. Aloysia Wagner, dite Violetta, la femme tronc. On sait peu de choses sur elle, elle disparaît des radars pour vivre avec son mari. Il y a aussi Stéphane Bibrovski, dit Lionel, l'homme lion, né en Russie en 1890, et lui aussi atteint d'hypertrichose. Il prétend au public que lors de la grossesse de sa mère, son père a été tué devant ses yeux par un lion échappé d'un zoo. Il remplace Fedor Zevtitchev, le garçon à tête de chien. Lui et son père, eux aussi atteints d'hypertrichose, se produisent en Europe comme les hommes chiens, mais lors du décès de son père en 1884, orphelin à 16 ans, il émigre aux États-Unis pour se produire chez Barnum. Il s'y fait passer pour un garçon sauvage qui aboie quand il est énervé, mais décède en 1904 d'une pneumonie. Francesco Lentini, l'homme à 3 jambes, né en Sicile et rejeté par ses parents, il connaîtra le succès aux États-Unis. Un bon nombre d'entre eux apparaîtront dans le film Freaks en 1932, dont l'intrigue se passe dans une troupe de monstres d'un cirque en tournée européenne. On y verra aussi Daisy et Violet Hilton, sœurs siamoises, grandes vedettes de music-hall. Seulement voilà, la vie d'un monstre n'est pas toute rose. L'argent qu'il brasse attire les convoitises. Après le décès prématuré de leur mère, Daisy et Violet sont adoptées par sa patronne qui les exploite salement. Quand celle-ci meurt lors d'une tournée, sa fille et le mari de cette dernière les exploitent à leur tour. Elles deviennent célèbres et gagnent des sommes faramineuses que leurs exploiteurs s'approprient entièrement. Mais dans les années 20, elles les attaquent en justice et obtiennent la somme de 100 000 $ en dommages et intérêts. Mais le succès des jumelles décline et dans les années 50, elles travaillent dans un snack bar, puis comme stripteaseuse dans un cabaret. Elles meurent dans la misère en 1969 à Charlotte, en Caroline du Nord, de la grippe de Hong Kong. Daisy serait morte 2 jours avant Violet. On citera aussi le cas de Joseph Merrick, dit Elephant Man.
Contrairement à une croyance répandue, il ne souffrait pas d'éléphantiasis, qui est un épanchement de lymphe d'origine parasitaire, mais du syndrome de Proté, une maladie génétique qui affecte la croissance des tissus. Ses premières difformités apparaissent avant ses 2 ans. Sa mère décède alors qu'il en a 11, et son père se remarie à une femme qui refuse de vivre sous le même toit qu'un monstre. Il doit alors trouver du travail et se fait foutre à la porte. Il se fait régulièrement brimer à cause de sa difformité. Il entre dans des freak shows, mais ceux-ci sont interdits en Angleterre en 1885 et de plus en plus mal vus en Europe continentale. Dépouillé de son argent par son agent, il rentre en Angleterre où il manque de se faire lyncher à la gare de Liverpool. Mais le directeur du Royal London Hospital, Frederick Treves, le prend sous son aile et il obtiendra de la reine Victoria le statut de résident permanent de l'hôpital. Mais à 27 ans, il décède accidentellement. Sa lourde tête se renverse en arrière, comprimant sa trachée. Si vous ne l'avez pas vu, regardez le film de David Lynch, Elephant Man, de 1980, réalisé en noir et blanc. Dans les histoires tragiques, on compte aussi celle de Julia Pastrana, née au Mexique et achetée à sa mère par Theodore Lent et exhibée comme la femme singe ou le chaînon manquant. Elle sera largement exploitée jusqu'à mourir en couche à 26 ans à Moscou. Theodore Lent la fit alors embaumer par un universitaire moscovite avant de récupérer son cadavre, ainsi que celui de son fils mort-né, lui aussi atteint d'hypertrichose, et continua à les exhiber jusqu'à devenir vieux, sénile et finir dans un hospice russe. Les corps de Julia et de son fils furent exhibés jusque dans les années 70, avant d'être confisqués. En 2009, ils se trouvaient à Oslo, où ils servaient dans des recherches. Parlons aussi de Krao Farini, originaire du Siam. Siamoise donc. Il existe plusieurs versions de son enfance, mais ce qu'on sait, c'est qu'en 1883, elle est adoptée par Guillermo Antonio Farini, et elle aussi est exhibée comme le chaînon manquant. Et bien entendu, il y a le cas de Saartjie Baartman, née vers 1788 en Afrique du Sud, réduite en esclavage, puis exhibée à Paris à cause de son énorme fessier. Elle est un exemple couramment utilisé pour illustrer la justification de l'exploitation des peuples jugés comme inférieurs par les Occidentaux. De l'époque, tout du moins. Elle sera utilisée comme preuve de l'infériorité des races africaines, et même après son décès en 1815, son squelette et des moulages de son corps seront exhibés au Jardin des Plantes. En 1994, Nelson Mandela fait la demande de la restitution de sa dépouille à la France, qui refuse, au nom du patrimoine inaliénable de l'État et de la science. Mais le cas commence à faire de plus en plus de bruit et en 2002, la France rend finalement sa dépouille à l'Afrique du Sud. Au XXIe siècle, les progrès de la médecine allant, beaucoup de conditions physiques se raréfient ou disparaissent. Mais c'est pas pour autant qu'il n'existe plus de monstres. Ronnie et Donnie Gallion, nés en 1951 dans l'Ohio, étaient joints du sternum à laine. À l'école, ils étaient considérés comme une distraction et ne furent jamais pleinement éduqués. Et de fait, ils sont restés analphabètes. Mais, afin de subvenir aux besoins de ces 9 enfants, leur père les exhiba comme monstres. Leurs tournées ont fait d'eux des célébrités. En 1991, après une carrière de 30 ans, après avoir soutenu financièrement toute leur famille et fort de l'argent gagné, ils s'installent dans une maison adaptée dans leur ville natale. En 2014, ils entrent dans le Guinness Book des records comme les plus vieux siamois du monde. Ils décèdent en 2020 à 69 ans. Vous avez peut-être entendu parler de Lakshmi Tatma, une jeune indienne née en 2005 avec 8 membres, les siens et ceux de son jumeau parasite. Sans opération, elle n'aurait probablement pas survécu à ses 10 ans, mais après qu'une équipe de 30 chirurgiens ait, pendant 27 heures d'opération, reconstitué son anatomie en supprimant son jumeau parasite, Lakshmi a retrouvé une vie presque normale. Presque parce qu'elle a encore dû endurer plusieurs opérations et traitements. Lakshmi a été baptisée ainsi à sa naissance, du nom de la déesse de la richesse à 4 bras. En effet, si en Europe les monstres sont passés de prodiges à erreurs de la nature, dans son enfance, Lakshmi était considérée comme l'incarnation de cette divinité et a donné lieu à des pèlerinages. Shivanath et Shivram Sahu sont 2 autres Indiens ayant chacun 2 bras et se partageant 2 jambes. Ils pourraient être séparés mais le refusent catégoriquement et font eux aussi l'objet de pèlerinages étant considérés comme des divinités vivantes. Joy et Joyce Maxino sont des jumelles philippines reliées par le crâne. D'un milieu social modeste, elles tentent de percer sur TikTok afin de réunir suffisamment d'argent pour payer leur opération de séparation. Et leur communauté est très bienveillante.
Lizzie Velasquez, une Texane née en 1989, souffre d'une maladie congénitale la privant de tissus graisseux. Incapable de stocker de l'énergie dans son corps, elle doit absorber près de 3 fois la dose calorique d'un humain normal, tous les jours. Elle a subi brimades et mises à l'écart pendant son enfance, avant de se faire connaître sur Internet, involontairement et de la pire des manières. Un jour, elle découvre une vidéo YouTube avec sa tête en miniature, intitulée « La fille la plus hideuse du monde ». 4,5 millions de vues. Mais, pour un connard publiant la vidéo, des millions d'internautes l'ont prise en pitié. Aujourd'hui, elle est youtubeuse, instagrammeuse, tiktokeuse et conférencière. Elle lutte activement contre le harcèlement et est devenue une source d'inspiration aux États-Unis, invitée sur les plateaux télé et servant de modèle aux gens mal dans leur peau. When I found this video, I thought it was going to be kind of the end of my life being happy. I thought my confidence was never going to be built back up after having such horrific things said about me. But throughout time and with a lot of work and support and perseverance, getting past that video not only helped me, but in turn helped people around the world. Connaissez-vous Abigail et Brittany Hensel? Nées en 1990, elles partagent le même corps. Elles ont chacune leurs organes personnels jusqu'à l'abdomen et contrôlent chacune une moitié du corps. Leur coordination est remarquable puisqu'elles ont une vie normale et peuvent même conduire. Et dans les faits, leur conduite semble même plus sûre que celle du commun des mortels parce qu'elles surveillent 2 fois plus ce qui se passe à l'extérieur. Depuis toutes petites, elles sont des célébrités aux États-Unis, ont eu et ont encore des shows télévisés qui leur sont dédiés et travaillent aujourd'hui comme institutrices. Et là encore, elles sont 2 fois plus attentives aux gosses que leurs congénères monocéphales. Et quand on demande à Carmen et Lupita, 2 jeunes Mexicaines nées en 2002 et jointes par l'abdomen, ce qu'elles pensent de leur condition, voici ce qu'elles répondent. You consider being conjoined a disability? No. No. I mean, it's a disability if you make it a disability. If we just let our minds go where a lot of people think our minds go, of just like wishing we were separated or just like not accepting who we are, that kind of thing, all we'd be is in bed and depressed and stuff like that. And we just have to keep going because we gotta spite everyone that thinks that we can't. There you go. Prove all them haters wrong, right? Exactly. Après avoir été considérés depuis 2 siècles comme des erreurs de la nature, les monstres redeviennent-ils ce qu'ils étaient? Non pas des bêtes hideuses, mais des êtres qui se montrent. Au milieu de toutes les histoires de mise à l'écart pour cause de différence, doit-on être dérangé par le fait que ces gens deviennent célèbres par leur difformité? Vous pouvez penser que oui, moi je pense que non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ces gens ne veulent pas être pleins. Ils ne disent pas « je suis une personne normale ». Ils disent « je suis pas normal ». Et alors? Ils ne se présentent pas comme des erreurs de la nature, mais comme des prodiges, parce qu'ils ont défié toutes les probabilités et parce que leur parcours est inspirant. Et si vous pensez qu'ils deviennent célèbres uniquement à cause du désir malsain des gens d'assouvir leur curiosité morbide, demandez-vous si vous ne faites pas une projection de votre propre ressenti sur le reste du monde. J'ai personnellement découvert l'histoire de Lizzie Velasquez il y a des années déjà, et ma première réaction, ça n'a pas été de la répulsion ou de la fascination pour son physique, mais de l'admiration. Des gens comme Lizzie Velasquez ou les sœurs Hensel font partie des personnalités les plus appréciées d'Amérique. Certes, il y a les gens qui les regardent comme des bêtes de foire, mais il y a aussi ceux qui les regardent comme des monstres, dans le sens antique et positif du terme. Des monstres qui leur montrent qu'au final, c'est peut-être pas les divinités, mais néanmoins la nature qui décide, qu'elle est plus forte que vous et qu'elle vous attend au détour pour vous mettre une bonne tarte dans la gueule. Que la vie peut être dure, mais qu'on n'a perdu qu'à l'instant où on cesse de se battre. Si vous ne connaissez pas la chaîne Vsauce, dépêchez-vous d'aller vous abonner. Et si vous n'avez jamais vu la vidéo « Pourquoi sommes-nous morbidement curieux ?», allez y jeter un petit coup d'œil. Michael Stevens nous y explique pourquoi nous sommes paradoxalement attirés par des choses considérées par le commun des mortels comme repoussantes. Pourquoi est-on attiré par les accidents de voiture, les faits divers, les dramas, les crimes, la guerre, le gore et le macabre, tout en se sentant coupable de l'être, mais en étant pour autant incapable de regarder ailleurs? Il explique que c'est un moyen d'explorer le danger. Quand on a peur, le cerveau sécrète de la norépinéphrine et de la dopamine.
dopamine, qui est bien connue pour être aussi l'hormone de la récompense, sécrétée après le sexe ou un repas. Mais est-ce que ça signifie qu'on aime les trucs perturbants? Non. Des expériences en labo montrent qu'une inhibition de la dopamine chez les rats les font cesser de chercher de la nourriture. Ils se laissent littéralement mourir de faim. Néanmoins, ils ont toujours faim, et quand on place de la nourriture directement dans leur bouche, ils la mangent et montrent même des signes de satisfaction. Ceci suggère que certains mécanismes cérébraux motivent la recherche et la curiosité, mais tout en étant distincts de la récompense et du plaisir. Ça ouvre aussi des voies de recherche sur les comportements compulsifs, parce que c'est pas parce qu'on ressent le besoin de faire quelque chose qu'on aime ça. Regarder quelque chose de déplaisant et y résister sans sombrer dans la panique ou le dégoût, c'est aussi se renforcer psychologiquement. En parlant de ses œuvres, Stephen King disait « On se confronte à de la fausse horreur pour se préparer à la vraie ». L'attrait pour le macabre ou la maladie est aussi d'une certaine façon la volonté de ressentir la souffrance d'un autre. Qu'est-ce que ça ferait d'être à sa place? Et si ça m'arrivait? Est-ce que ça pourrait m'arriver? En d'autres termes, ça, c'est de l'empathie. Voir des choses déplaisantes ne les rend pas moins déplaisantes ou moins réelles. Mais c'est ça le truc. La curiosité morbide, c'est aussi l'acceptation de la réalité cruelle du monde. Si tu trouves la vue d'une personne difforme déplaisante, regarde. Regarde jusqu'à en faire des cauchemars, parce qu'elle, c'est sa réalité de tous les jours. Et ça peut être bien de se rappeler de temps en temps que la vie n'est pas un petit truc tout mignon et aseptisé. La vie, c'est une connasse qui attend la première occasion pour te le montrer. C'est pour ça que je me suis demandé si je devais mettre un avertissement en début de vidéo ou pas. Et que j'ai fini par me dire que c'était une mauvaise idée. J'ai décidé de faire cette vidéo quand j'ai découvert la fausse histoire d'Edward Mordrake. Puis je me suis dit que je pourrais me servir de ça et des autres histoires comme support pour parler de tératologie. Et puis finalement, en m'intéressant à la condition des monstres à travers l'histoire et à leur place dans la société, je me suis dit que ce sujet-là était encore plus intéressant. Mais aussi que du coup, il n'y a pas de raison de détourner le regard. Au contraire, un monstre, ce n'est pas une bête hideuse. C'est quelqu'un qui se montre, qui donne une leçon d'humilité au reste du monde, qui, s'il est curieux de sa condition, peut-être aux limites du malsain, peut en même temps faire preuve d'empathie et y trouver de l'inspiration. Certes, ça n'empêche pas les connards d'exister, ceux qui considèrent la différence comme une menace ou qui réduisent les gens différents à des bêtes de foire. Et j'ai bien peur que ceux-là existeront toujours. Néanmoins, je pense qu'on confond trop souvent anormalité et infériorité. Mathématiquement, la norme, c'est un concept qui fait sens, de même que l'anormalité. Mais ne pas être dans la norme n'est pas dans l'absolu un jugement moral, bien que beaucoup le souhaiteraient. Vous êtes différent des autres. Vous êtes hors de la norme. Vous êtes, d'une certaine manière, un monstre. Alors, ne vous cachez pas. Montrez-vous. Montrez au monde, non pas que vous êtes une personne normale, mais que vous êtes anormal et que vous vous en battez les couilles. Parce que dans un monde ultra normé, où on essaye de nous faire croire qu'il faut entrer dans les cases très étroites des standards sociaux et esthétiques pour être heureux, rien de tel que de montrer au monde que non, on s'en fout de leurs cases. Moins les normes seront respectées, moins elles s'imposeront à ceux qui n'y correspondent pas. On les emmerde, les normes. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure.